C'est l'international qui se poursuit sur les plateaux de For You Media Africa. La première thématique principale, direction le Mali. On l'a annoncé à l'entame bien, le président Assimi Goïta, bien sûr, via son armée. Les famards qui ridiculisent les experts français des plateaux télé, car Kidal a été récupéré. Kidal est donc sous contrôle par l'État malien. On en parle en première partie en ce qui concerne les problématiques principales de cette édition. Je vous propose pour planter le décor voilà, ce reportage signé de la rédaction de For You Media Africa avant de revenir ici sur le plateau pour passer la parole à nos invités. Voilà, le temps pour la réalisation de préparer peut-être l'élément. On va commencer déjà par nos invités ici sur le plateau. En ce qui concerne cette actualité, on va refaire le tour, bien sûr, Dr Sango. Les famards qui ont réussi à récupérer Kidal, on le sait. Après le départ des troupes françaises, le départ des forces maintien de la paix des Nations Unies, l'on annonçait un chaos total. On n'espérait pas que les forces maliennes puissent contrôler le pays ou alors enregistrer de telles victoires. Aujourd'hui, la reprise de Kidal, votre analyse? Oui, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que le FAMA démontre du point de vue, n'est-ce pas, stratégique que l'Afrique peut se défendre. Oui. L'Afrique peut se protéger et que l'Afrique peut penser elle-même sa propre défense. C'est une victoire qui vient davantage démontrer l'échec des opérations des Nations Unies, des maintien de paix des Nations Unies en Afrique. Un échec patent qui montre que ces Nations Unies-là, ces forces étrangères sur le territoire africain ne jouaient pas un bon jeu. Et ces forces-là étaient là plutôt pour entretenir une duplicité, une hypocrisie internationale qui consistait tout simplement à exploiter les ressources et les matières premières des pays africains. Oui. Il faut dire, lorsqu'on fait par exemple l'historiographie politique de ces forces de mission, de ces forces de mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde, il faut dire que ces forces-là sont présentes presque juste après les indépendances des pays africains. Oui. Et qu'aujourd'hui, 60 ans après ou 65 ans après les indépendances aujourd'hui, le problème du terrorisme n'a jamais été endigué. Et je pense que c'est un indicateur qui montre bien que si ces forces-là étaient la solution pour la sécurisation du continent africain, c'est qu'il y a longtemps que le continent africain est prémuni contre le terrorisme. Oui. Si cela n'a pas été ainsi, c'est parce que ces forces-là ont d'autres objectifs, ont d'autres visions. L'embouteillage sécuritaire qu'on observait dans cette sous-région du G5 Sahel était un problème. Était un problème parce que on n'avait pas seulement les forces des Nations Unies dans ce territoire-là, encore moins dans ce pays qu'on appelle le Mali. Oui. On avait au même moment les forces des Nations Unies, les forces américaines, les forces françaises, Barkhane, Serval, etc. À mon avis, du point de vue opérationnel et tactique, ça causait un problème. Oui. Parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi, à quel moment et pourquoi. Vous pensez que ça avait un impact sur l'efficacité des forces maliennes? Effectivement, du point de vue opérationnel, laissons même l'affaire de l'hypocrisie internationale, etc. Du point de vue opérationnel, ça cause un problème. On ne peut pas quand même vouloir endiguer quelque chose et multiplier autant d'institutions pareilles pour, à terme, ne pas atteindre d'objectifs. Et c'est ce que un de mes maîtres appelle la gesticulation institutionnelle. Cette approche qui consiste à créer des institutions pour montrer qu'on veut véritablement lutter contre quelque chose, alors qu'en réalité, on est en train de faire du saupoudrage. Donc, à mon avis, je pense que cet embouteillage institutionnel était un problème. À côté de cet embouteillage institutionnel, il y avait encore donc cette mauvaise volonté des puissances internationales qui était tout simplement là pour maintenir le chaos à l'effet d'exploiter les ressources naturelles. Et c'est logique lorsqu'on fait l'histoire de l'Afrique, en prenant par exemple pour recours historique le congrès de Berlin de 1885, où les puissances occidentales ont délibérément
partager le monde. Elles se sont partagées le monde et elles ont dit que l'Afrique devrait tout simplement être un territoire qui devait être sous l'influence d'un certain nombre de pays et qui ne pouvait pas avoir le droit de se développer. Cette Afrique-là qui devait tout simplement rester dans le chaos, parce que dans la division de ces puissances occidentales lors du congrès de Berlin, il était question de créer deux mondes, un monde du centre et un monde de la périphérie. Le monde du centre qui était le leur devait se maintenir et tourner justement à partir des ressources exploitées dans le monde de la périphérie, qui lui devait rester dans le chaos infini. Donc c'est cette philosophie-là qui a orienté les rapports entre les pays occidentaux et l'Afrique aujourd'hui et qui caractérise aujourd'hui le fait que les puissances africaines n'arrivent pas à se développer et à vaincre le terrorisme. Donc moi je pense que la victoire des FAMA aujourd'hui, c'est un enjeu, un élément qui vient démontrer l'échec des puissances occidentales. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'Afrique peut se départir de ses forces occidentales. L'Afrique peut aujourd'hui penser sa propre sécurité. Parce qu'il faut dire que les FAMA aujourd'hui sont sur le terrain. Elles ne sont pas là peut-être avec le renseignement dicté par une puissance internationale. C'est les FAMA aujourd'hui qui pensent leur propre défense, qui sont sur le terrain et qui sont peut-être assistés par leurs partenaires russes, qui du point de vue technique restent sincères comparés aux puissances occidentales. On voit que la collaboration ou la coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, est en train de porter les fruits. Et ces fruits-là, nous sommes en train de les voir aujourd'hui à travers cette victoire de Kigali. Non, Madame Sike, il faut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement malien est dans une très bonne trajectoire. Une trajectoire qui voudrait que tout soit impulsé par les acteurs locaux. Oui. On n'a plus besoin d'avoir des injonctions. On n'a plus besoin qu'on nous dise quoi que ce soit. Parce qu'en 2012, lorsque François Hollande venait installer la force Serval, on a vu la philosophie qu'il avait, n'est-ce pas, ici dégagée lorsqu'il le faisait. Il avait interdit à un certain moment donné aux FAMA de traverser le Nord. Le Nord était dans une logique, n'est-ce pas, de sécession. On avait un projet de diviser le Mali. C'est ça qui était sur l'agenda. Donc aujourd'hui, on voit que Goïta, ayant compris cela, il a donc pris une autre trajectoire qui consiste à dire non à ces puissances occidentales et à prendre les choses en main. Aujourd'hui, on voit que Goïta a une philosophie, du moins une idéologie pour son pays. Il n'est pas là en train de tergiverser. Il pose les pas au fur et à mesure. Et on comprend maintenant le plan qu'il avait donné lorsqu'il a pris le pouvoir. Il avait donné un plan qui était totalement pratique. Il avait d'abord donné la priorité à la restauration de l'intégrité territoriale. Et on voit qu'il est en train de réussir là-dessus. On voit qu'il ne peut pas passer à une autre étape de son programme si ce projet de l'intégrité, de la restauration de l'intégrité territoriale n'est pas encore réussi. Parce que que ce soit les élections, que ce soit la politique économique et les autres politiques de développement, elles ne sont conditionnées à l'intégrité territoriale. Parce qu'on ne peut pas penser le développement, on ne peut pas penser la prospérité dans un pays si l'insécurité est ambiante. Donc, Goïta est donc en train de remporter cette victoire-là de la première phase de son programme qui est la restauration de l'intégrité territoriale. Et une fois donc Kidal sera donc sous l'autorité du gouvernement malien, oui. Le gouvernement malien pourra cette fois-ci passer à d'autres enjeux tels que l'organisation des élections, tels que le développement économique et bien d'autres encore. Aujourd'hui, moi je pense que Goïta a rompu les ambitions des puissances occidentales. Parce que lorsque vous voyez cette victoire-là, il faut également mettre en exergue l'accord de Alger. Accord de Alger qui était encore un élément qui, à mon avis, annihilait le processus de sécurisation du Mali. Oui. Parce que l'accord d'Alger, à mon avis, c'est un accord qui ne consistait pas à recouvrir Kidal. C'est un accord qui mettait sur la table les rebelles et le gouvernement, qui donnait injonction ou alors qui voulait que le gouvernement malien
collabore avec les terroristes. Parce qu'au nord du Mali, ce ne sont pas les Maliens qui sont là-bas, ce sont les terroristes qui se sont déportés ou déversés dans cette localité à la suite de la déstabilisation des pays frontaliers tels que la Libye, le Soudan, le Tchad, etc. etc. Voilà. Donc, moi je pense que Assimi Goïta avait compris que cet accord d'Alger-là entrait dans le processus d'instrumentalisation et de manipulation des accords et des traités internationaux. Vous savez que c'est à partir de ce genre d'éléments que les puissances occidentales généralement pensent et imposent au gouvernement souverain un certain nombre d'éléments qui ne sont pas généralement en phase avec l'ambition de sécurisation et l'ambition de développement. Nous avons en histoire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les accords de Linus Marcoussi, qui avait participé à mettre de côté Laurent Gbagbo. C'est le jour où Laurent Gbagbo avait signé les accords de Linus Marcoussi qu'il a signé sa déstabilisation. On peut également prendre sur l'échelle internationale les accords de Minsk avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On peut également convoquer sur le plan international ces multiples accords entre Israël et la Palestine. On voit que c'est des accords. Donc, moi je pense que Assimi Goïta a compris que il était important de mettre cet accord-là de côté et de prendre le problème de sa défense en main. Parce que moi j'étais de ceux qui disaient que on ne doit pas négocier à Kidal. Oui. Ce que le Mali devrait faire et qu'ils ont fait finalement, c'était d'implémenter ce que Max Weber appelle le monopole de la violence physique légitime. Il est question qu'on impose l'autorité de l'État à Kidal. Parce qu'à partir du moment où vous procédez par la négociation, à partir du moment où vous coopérez, il y aura des chantages. Il y aura, n'est-ce pas ici, des zones sur lesquelles ces rebelles-là, en concubinage avec les autorités internationales, vont vous tenir. Donc aujourd'hui, moi je pense que avec cette victoire-là, le gouvernement Goïta a compris que c'était l'imposition du pouvoir qui était important. Et une fois que l'autorité de l'État sera imposée dans cette localité-là, c'est ce que le gouvernement malien aura voulu qui sera implémenté à Kidal. Voilà. Donc, la volonté de Kidal, c'est que Kidal soit totalement sous le contrôle du Mali. C'est que Kidal ne soit plus une localité contrôlée par les puissances occidentales ou alors une zone à partir de laquelle les puissances occidentales influencera le gouvernement de Mali, de Bamako ou alors le déstabilisera. Aujourd'hui, Kidal doit être un enjeu de développement même du Mali. Parce que lorsqu'on parle même de la deuxième phase qui est la phase économique, pour sortir par là, monsieur Nguéné, on ne peut pas penser au développement du Mali aujourd'hui si Kidal n'est pas sous l'autorité du gouvernement malien. Parce que toutes les richesses du point de vue géographique, lorsque vous faites la géographie minière d'un pays comme le Mali, la majorité de ces richesses naturelles et stratégiques se trouvent au nord, qui est Kidal. Et on comprend donc pourquoi cette zone-là est aujourd'hui chrysogène. Pourquoi les puissances occidentales veulent que cette zone-là ne soit pas en sécurité, veulent que cette zone-là échappe au contrôle du gouvernement malien pour que ces richesses-là, ces matières premières-là soient exploitées et galvaudées au détriment de l'intérêt du peuple malien. Donc, pour ma part, je pense que c'est une victoire qu'il faut, n'est-ce pas, saluer et qu'il faut encourager en disant au gouvernement malien de rester en éveil. Parce que le retrait, par exemple, de ces rebelles-là peut aussi être stratégique. D'accord? D'ailleurs, ils l'ont relevé, Dr Sango. Ils ont parlé d'un repli stratégique qui leur permettra de mieux revenir face aux forces armées maliennes du côté de Kidal. Absolument. Donc aujourd'hui, il est question de poser des politiques de défense qui vont dissuader ces forces rebelles-là à revenir. Donc il est important de déclencher une véritable diplomatie frontalière où le Mali doit collaborer avec les pays comme l'Algérie, le Soudan, la Libye et aussi le Tchad. Parce que du côté du sud, on voit que le Mali est déjà en abri en collaboration avec le Niger, avec le Burkina Faso. Il est donc important que du côté du nord, que ce Mali-là soit également en phase avec ses voisins pour que ces rebelles-là
soit neutralisée de manière définitive. Merci à vous, docteur Sango. Et elles sont de retour, les forces armées maliennes, après 11 ans d'absence du côté de Kidal, docteur Yamtimba. La reprise de Kidal aujourd'hui, pour quel impact géopolitique, voire géostratégique? Vous avez suivi de près les sorties de certains experts français sur les différents plateaux de télévision, Alain Juet, Vincent Crozet, et plus récemment encore le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Tous n'avaient qu'un seul mot dans la bouche: le Mali sera partitionné. Là, on parle des forces armées maliennes qui sont de retour. Pour quel impact géopolitique, voire géostratégique? Je vais vous dire ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours considéré qu'il n'y a pas de terroristes au Mali. Tous ceux qui suivent mon propos depuis des années savent que c'est mon point de vue, qui n'est pas partagé, qui est peut-être isolé ou qui ne va pas dans le sens de soutenir ce que dit tout le monde, mais je considère que le Mali est en guerre. Une armée ne se lève pas pour aller combattre des terroristes. Ça n'existe pas. Okay. Quand une armée s'est levée, c'est qu'elle lutte contre une autre armée. Et dans le cas d'espèce, ça ne veut pas forcément dire qu'en face, ce sont des étrangers qui manipulent les armes. Mais une armée, c'est à la fois des hommes, du matériel, du ravitaillement, de la logistique, des renseignements, etc., etc., de la formation, toutes ces choses-là. L'implication d'une armée étrangère ou d'une puissance étrangère dans une telle dynamique fait de ces combats des moments de guerre et fait de tous les crimes qui sont perpétrés des crimes de guerre. C'est le seul moyen de faire tomber tout cela dans le cadre du droit international. Tant que nous continuons à dire il y a du terrorisme au Mali, il y a du terrorisme à gauche, il y a du terrorisme à droite, en fait nous sortons du droit international toute cette souffrance et toute cette violence, et il n'est pas possible justement que les gens rendent compte ni rendent gorge. Tout ce qui ravitaille les mercenaires, les combattants, les soldats de la mort du nord du Mali, ce sont des gens qui ont déclaré la guerre à l'État du Mali. Et parce qu'ils ont déclaré la guerre à l'État du Mali, tous les crimes perpétrés par ceux qui collaborent avec eux sont des crimes de guerre, qui impliquent donc à la fois ceux qui tiennent la gâchette et ceux qui permettent que la gâchette arrive entre leurs mains. C'est des crimes de guerre. Et les crimes de guerre, il y a des conventions internationales reconnues qui permettent de les réprimer. Donc, cela étant dit, vous savez, les experts français, je crois qu'ils sont beaucoup plus experts en matière de propagande qu'en matière de compréhension de l'Afrique. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète à l'envi depuis des années. Les Européens ne connaissent pas l'Afrique. Les Européens connaissent leurs intérêts. Et ils connaissent comment corrompre un certain nombre d'Africains ou compromettre un certain nombre d'Africains avec lesquels ils vont pouvoir implémenter, disons, si vous voulez, ils vont pouvoir parvenir à leur fin. C'est ce qu'ils connaissent le plus. Je ne vais pas dire que ces gens-là n'ont pas une bonne connaissance du renseignement ou de leur métier. Je crois que certains sont des généraux, d'autres sont des... Voilà, je crois qu'ils sont certainement des types très compétents dans leur travail. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que depuis le premier jour, nous avons dit, si les Maliens décident de se débarrasser de la MINUSMA et que les Maliens font partir les Français et les Français de Barkhane, les Européens de Takuba de leur territoire, les Maliens pourront reconquérir le nord du Mali et le sécuriser. Vraiment, c'est un point de vue partagé par tous les Africains depuis au moins une dizaine d'années. Et ce qui se produit au Mali en ce moment est purement et simplement la confirmation de quelque chose de beaucoup plus important que la célébration d'une simple victoire militaire. C'est la confirmation que si les Africains décident de s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes, ils savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Ils savent mieux que tout le monde comment le faire. Et ils savent mieux que tout le monde avec qui ils peuvent le faire et où trouver les moyens de le faire. Donc, vous voyez, la victoire de l'armée malienne à Kidal, ne donnons pas plus d'importance à certains qu'ils n'en ont. Parlons plus de cette stratégie de l'armée malienne que de ces
de ces fameux, comment vous les appelez, de ces fameux experts qui sont probablement plus à mes yeux experts d'une seule chose, la propagande française. Donc c'est normal, ils ne peuvent dire que ça. Comment voulez-vous qu'un Français eût pu souhaiter que le Mali gagnât cette guerre à Kidal? Ouais. C'était pas quelque chose c'est pas quelque chose de bien pour à la fois l'image de la France, mais également pour la crédibilité, même intellectuelle, de ces experts-là. Donc, du coup, nous, on leur dit, OK, ben, on a compris, mais depuis toujours, on vous a dit, ce n'était pas ça le scénario. Le scénario, c'était autre chose. Et cette autre chose dont nous parlions, c'est ça qui a prévalu aujourd'hui. Donc, j'espère qu'ils vont essayer de mettre toutes leurs pensées en sourdine et nous laisser les Africains tranquillement faire leur chose. Mais même s'ils ne les laissent pas, en fait, la chose à faire, ne les écoutons plus. Pour vous, les armées nationales africaines peuvent relever le défi, il n'y a pas tout là-dessus. Le principe de l'histoire, c'est que aucune armée d'occupation n'a pu vaincre une armée déterminée à défendre son territoire. Ça n'a rien à voir avec... Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut que les armées africaines aient les missiles, les derniers missiles hypersoniques, que les armées africaines aient les porte-avions. C'est pas ça. Ce serait bien d'en avoir. Mais à partir du moment où on n'en a pas, on fait quoi? Il y a généralement 2 ou 3 choses qu'on fait. Le Vietnam l'a fait. La Chine l'a fait. Et nous avons constaté avec le temps que c'était toute la stratégie de l'UPC au Cameroun, qui a connu ce qu'il a connu, mais c'est ça que ces pays ont fait. Et c'est ce que l'Algérie a fait. Première chose, le moral des troupes, la détermination des hommes. C'est d'abord ça. Vous voulez défendre votre territoire, que les gens viennent de Mars. Ils ne vous battront pas sur votre territoire si vous êtes déterminé à le défendre. Ça veut dire que vous allez vous organiser pour vous former, pour assurer le ravitaillement de vos troupes, pour gérer la propagande, etc. Le Mali, vous avez vu qu'ils ont couvert les espaces de communication, ils ont couvert la formation, parce que le fait de suspendre les médias mensonges au Mali, mais tout cela, ça participe de l'effort de guerre, ça participe de la stratégie de guerre. Si vous laissez les gens déstabiliser, démoraliser vos troupes, et je crois qu'il y a, ça c'est le mot, démoraliser les troupes. Je crois que c'est le mot que le capitaine Ibrahima Traoré a utilisé. Tout à fait. Si vous laissez les gens démoraliser vos troupes, mais vous êtes en train d'aller à la défaite. Donc, vous avez différents compartiments de la stratégie de guerre qui ont donc été utilisés et ça conduit au résultat que nous avons aujourd'hui. L'autre chose, c'est que vous allez vous trouver des alliés objectifs. Parce que vous êtes le Mali. Vous avez des gens qui sont au nord qu'on appelle très gentiment des djihadistes, qui construisent aucune mosquée, qui ne prient jamais, qui ne distribuent jamais le Coran. Et vous avez, ou d'autres les appellent les terroristes quand ça les amuse un peu. Et vous avez donc des types qui sont des terroristes, mais en fait, vous avez des mercenaires armés par un certain nombre de puissances qui sont bien identifiés, puisque c'est ces gens qui en parlent. Ce n'est pas nous, les Africains, qui imaginons. C'est ces mêmes gens qui disent non, c'est tel qui nous paye, c'est tel autre qui nous pousse, qui nous soutient, c'est tel autre qui nous dit ceci. Mais celui qui paye, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit où on va. Donc vous allez vous chercher vous êtes donc encerclé par ces gens-là. Vous allez faire quoi? Vous trouvez des alliés objectifs. L'avantage des alliés objectifs, c'est quoi? C'est que comme vous êtes un pays relativement fragile, faible, vous trouvez un autre pays qui est au moins aussi puissant que celui ou ceux qui s'attaquent à vous, et vous le convainquez de vous soutenir dans cette lutte pour équilibrer les forces. Ce sont des principes de physique et des principes naturels. Et lorsque les forces s'équilibrent, ou peut-être que ça bascule en votre faveur, vous avez donc le résultat de Kidal. La troisième chose que vous faites, c'est que vous vous assurez de vous extraire de toutes les organisations dans lesquelles, en fait, vous êtes distrait. Vous êtes... où on vous balade, on vous promène et on vous distrait de votre objectif principal. Et vous pouvez, ça peut être simplement que vous suspendez votre participation ou vous la mettez en veilleuse et vous essayez, autant que faire se peut, de vous assurer que les organisations qui vous distraient ne soient pas sur votre territoire. C'est ce que le Mali a fait. L'ONU n'est plus sur son territoire.
vous allez constater les forces étrangères n'y sont plus. Et vous verrez que l'action du Mali, qui était très active d'ailleurs dans les années 80-90, début des années 2000, dans les choses comme l'organisation de la francophonie, vous voyez que le Mali est moins actif là-dedans. Et donc, parce que les forces intellectuelles doivent venir contribuer à la réflexion pour comment libérer le Mali. Donc, quand vous regardez tout ça, vous constatez que la chose la plus importante que j'essaye de dire, c'est de valoriser l'expertise africaine, d'écouter les Africains. Et en écoutant les Africains, vous verrez que lorsqu'ils se mettent ensemble, ils savent exactement comment formuler, structurer, implémenter, conduire les solutions qui sont celles qui conviennent aux situations que vivent leur pays. Et ça donne les victoires de Kidal, qui n'est qu'une première victoire, parce que ce n'est pas fini. Tout à fait. Qui n'est qu'une première victoire. Merci à vous. D'ailleurs, le président Assimi Goïta l'a dit, il faut... tout est certes sous contrôle, mais ce n'est pas fini. Il a d'ailleurs dit dans son tweet. Président Matomba, alors cette reprise de Kidal qui vient aujourd'hui dévoiler ce qu'on nous a toujours raconté en ce qui concerne la présence étrangère sur nos territoires, sur les territoires africains, la présence militaire, cela vient remettre en question justement la présence de ces puissances étrangères sur les territoires, dans les territoires africains. Aujourd'hui, le Mali qui réussit quand même à récupérer justement ces territoires aux mains de ces terroristes. On se demande aujourd'hui, durant toutes ces années, on a été, d'autres diront, comme je vois ces messages ici, on a été berné durant toutes ces années. Donc, nous pouvons affronter les terroristes. Vous voyez que ce sujet va en droite ligne avec le premier. Effectivement, les FACA, la MINUSCA, oui. Centrafrique, qui après tant d'années, n'est-ce pas, n'a pas pu résoudre ou alors apporter la paix. C'est comme puisque c'était une mission de maintien de la paix. Mais Madame Siki, avant de revenir peut-être répondre amplement à votre question, laissez-moi déjà revenir sur la chronologie, n'est-ce pas, de certains événements concernant le Mali. Si vous vous souvenez bien, le 9 janvier 2013, alors pendant qu'on annonce les djihadistes qui sont en train d'arriver sur Bamako, c'est là où le président à l'époque, issu du putsch évidemment, du Kounda Traoré, fait appel à Macron. Le 13 janvier, Macron, lui, il envoie la force Serba, c'est-à-dire que 4 jours plus tard, c'était du 9 au 13, 4 jours plus tard, vous aviez déjà des militaires français qui étaient là. Et le 30 janvier, l'armée française annonce avoir pris la position à Kidal. Quand vous regardez, n'est-ce pas, dans cette chronologie des dates, vous vous posez d'abord une question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les mêmes qui sont arrivés 4 jours plus tard avec une logistique importante n'ont pas pu repartir quelques jours plus tard lorsqu'on leur a demandé de partir. Donc vous allez voir que le 5 mai, l'armée française interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Ça, ce sont des faits. L'armée malienne veut entrer dans Kidal pour libérer Kidal. L'armée française, le 5 mai 2013, interdit, n'est-ce pas, à cette armée. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta arrive au pouvoir, plusieurs années plus tard. Et le 2 mai, il met fin aux accords de coopération militaire avec la France. Le 15 août, les soldats de l'armée française quittent le Mali. C'est-à-dire que, vous regardez, dans la chronologie, vous suivez un peu pour comprendre la véritable libération et ce qui se passait véritablement à Kidal. Le 31 octobre, la MINUSMA, qui ne respecte pas son calendrier de retrait, décide de partir. Et le 14 novembre, donc, les FAMA reprennent le contrôle de Kidal. Qui était donc à Kidal, Madame Siki, en réalité? Vous voyez, on vous annonce des rebelles, des djihadistes, qui sont en train de marcher, qui arrivent sur Bamako. Et puis, subitement, on fait appel, entre parenthèses, à l'armée française, à la France, qui déploie un arsenal et des hommes sur le terrain 4 jours plus tard. Ils disent avoir stoppé la montée des djihadistes, mais quelques jours plus tard, ils vous disent qu'ils ont déjà le contrôle de Kidal. Et François Hollande disait à l'époque que c'était le plus beau jour de sa vie. C'était le plus beau jour de sa vie. Ils ont le contrôle de Kidal. Mais depuis lors, l'armée malienne ne parvient pas à entrer, pas parce qu'elle n'a pas, n'est-ce pas, la capacité d'entrer et déloger ceux, en parenthèse, qui sont considérés comme des djihadistes, mais tout simplement parce qu'il y a une armée d'interposition qui est la France qui dit non, vous ne pouvez pas entrer dans Kidal parce que nous sommes là, nous sécurisons. Entre-temps, ceux considérés comme des djihadistes ou des terroristes renforcent leur position.
s'équipe, se dote, n'est-ce pas, de toute la logistique nécessaire. Et vous avez donc la MINUSMA qui occupe aussi, n'est-ce pas, le territoire de ce côté-là. Jusque-là, les présidents qui se succèdent à la tête du Mali ne parviennent pas, ou alors en complicité avec la France, ou encore ne parviennent pas à entrer de ce côté-là. Donc, Kidal, oui. Jusqu'au jour où le colonel Assimi Goïta arrive. Et quand il arrive, il dit, je suis d'abord venu là pour sécuriser le territoire national et sécuriser les biens et les personnes. Il n'a pas dit qu'il venait pour une autre mission. À l'époque. Il dit, je suis venu pour sécuriser. Quelque temps après, il va dans la rupture des accords. Après, il demande le départ de l'armée française. Tout à fait. La MINUSMA, les résultats sont là. Quelques jours après que la MINUSMA soit partie de Kidal, sans respecter le calendrier, les FAMA prennent le contrôle. Qui étaient donc ces terroristes en réalité? Qui alimentaient ces terroristes? Qui entretenaient ces terroristes? Et subitement, vous avez donc des types qui disent qu'ils ont pris, ils se sont battus en retraite pour mieux s'organiser. Mais finalement... Tout à fait. Repli stratégie. Et pour vous relancer, pas pour vous couper, Président Matomba, on rappelle que, effectivement, avec la sortie du Premier ministre malien dernièrement, il affirmait d'ailleurs que l'un de ces terroristes avait avoué, puisque c'est un État là-bas, un ministre de cet État, si on peut le dire comme ça, que la France leur avait donné leur feu vert justement pour l'indépendance, entre autres, d'une partie du territoire. Vous imaginez ça, quand j'ai suivi le Premier ministre Choguel Maga le dire, j'ai dit, tiens, en fait, ça confirmait juste ce que nous savions déjà. Vous avez vu avec quelle vitesse on a partitionné le Soudan? Le Soudan, un pays en difficulté, en guerre, au lieu qu'on ait de ce pays à s'unir, à se mettre, n'est-ce pas, dans un processus dynamique de développement, on décide que, pour des raisons X ou Y, on divise le pays en deux. Vous avez maintenant le Soudan du Sud et puis vous avez l'autre partie du Soudan. Et jusque-là, encore, il y a des problèmes. Mais on n'a pas pu, les mêmes qui ont promis, n'est-ce pas, entre parenthèses, aux rebelles ou alors aux terroristes maliens, l'indépendance, n'ont pas pu, n'est-ce pas, se lever et appuyer une résolution des Nations Unies qui voudrait que Israël et la Palestine soient deux États différents. Donc c'est très facile, n'est-ce pas, d'agir en Afrique et ne pas agir ailleurs parce qu'en réalité, c'est le contrôle des ressources qui se passe. C'est-à-dire tout ce qui se passe, la déstabilisation du Mali comme de plusieurs pays africains, tourne autour du contrôle des ressources africaines. Nous ne devons pas nous le cacher. Ce sont des réalités. Mais là encore, ça vient confirmer quelque chose d'important. Pour ceux des chefs d'État et de gouvernement qui croyaient encore que ils peuvent être sous le couvert, n'est-ce pas, des forces étrangères, la France, les Nations Unies et autres, et martyriser, mater leur peuple, ils doivent comprendre que avec ce qui vient de se passer, ce qui se passe au Mali, au Niger comme au Burkina, et même en Centrafrique, cette période-là, ce moment-là est révolu. Pour la simple raison que hier encore, les Français, comme tout cela vous disaient, bon, on vous aide avec le renseignement, on vous aide à neutraliser vos opposants, on vous aide à neutraliser ceux qui prennent des armes contre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous allez voir que même le discours des chefs d'État change. Change, tout à fait. Quand vous les écoutez aujourd'hui, ils n'ont plus... Ce sont des faits réels qu'on vit au Mali qui, n'est-ce pas, amènent ces derniers à commencer à comprendre que, tiens, ceux qui leur promettent depuis le renseignement, en réalité, ce n'est pas le renseignement qui leur donne. Ceux qui leur promettent sécurité, ce n'est pas la sécurité. Vous allez voir que plusieurs chefs d'État commencent à revoir leur position et commencent à essayer, n'est-ce pas, de se mettre désormais aux côtés du peuple parce que le peuple, désormais, a le dernier mot et aura le dernier mot. Donc, vous allez voir que la confirmation de ce qui s'est passé au Mali, et il faut saluer, n'est-ce pas, les FAMA de ce côté-là. Il faut saluer les autorités maliennes qui mettent, n'est-ce pas, en nu les complicités et la déstabilisation de nos différents pays africains. C'est en fait ça, mettre en nu, présenter aux yeux du monde que même les missions de maintien de la paix que vous envoyez, ce sont des missions de business, ce sont des missions de pillage, ce sont des missions de trouble de la paix et ce sont des missions d'occupation de territoire. C'est en réalité ça. Les coopérations militaires avec des pays X ou Y qui décident de venir, n'est-ce pas, imposer leur présence sur le terrain, elles sont mises en nu aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'avant qu'une force, un pays aujourd'hui en Afrique,
et accepte l'occupation de notre pays, l'occupation armée de notre pays, il réfléchira 2 fois. Voilà. Merci à vous, Président Matomba, d'ailleurs, pour toutes ces précisions autour notamment de cette reprise de Kidal. Les forces armées maliennes ont donc pris le contrôle de cette localité stratégique après 11 longues années d'absence. L'information a été officialisée le 14 octobre dernier par le colonel Assimi Goïta. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.